Masterclass avec Bourse Direct, le partenaire de tous vos investissements. Chaque jour, nous vous accompagnons pour prendre les bonnes décisions et donner vie à vos projets. Métier et après à 40 ans il y a l'utile et l'agréable. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Je vais faire là où vraiment ça. Je sais que. Ouais, pareil, dans un autre. Bonjour. Un petit journal. Comment ça va? Ça va? Ça va et vous? Bah, très bien, très bien. Vous avez déjà rencontré un dirigeant ou une dirigeante du CAC 40? Jamais? Ah ouais. Non. Ça va être une super opportunité. Vous connaissez, j'imagine, Veolia? Oui. Vous avez bachoté un petit peu? Que fait Veolia? L'eau et les Déchets. exactement. Numéro 1 mondial dans le domaine de l'eau, numéro 2 mondial dans les déchets, et c'est une boîte qui est française. Et c'est une des rares femmes qui est à la tête d'une entreprise du CAC 40. Vous savez combien elles sont dans son cas? Combien de femmes? 3, presque, 5, 4. C'est pas beaucoup, donc les filles, la relève, c'est vous. Hein. Ah bah tiens, justement, tiens, la voilà. Bonjour Estelle Brachlianoff. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Merci d'être là. Bah, je suis ravie d'être là. Prête pour votre masterclass? J'ai Allez, je vous hâte. présente. Elle est là, rien que pour vous, on peut l'applaudir, allez. Alors restez un petit peu. Je précise qu'Estelle Brachlianoff ne connaît pas vos questions. Donc pour elle, ce sera évidemment une surprise. On est d'accord, hein? Et on pose toutes les questions qu'on veut, c'est ça qui est bien. Allez, c'est parti J'ai le donc. droit aussi de faire Oui. toutes les réponses que je veux. Oui. Bon, parfait. Allez, donc c'est parti pour la masterclass d'Estelle Brachlianoff, la directrice générale de Veolia. Allez, on peut s'installer tranquillement, installez-vous aussi. Et oui, dans la vraie vie, évidemment, les étudiants et les grands chefs d'entreprise ne se rencontrent jamais, c'est normal, chacun est à sa tâche. Les étudiants, vous êtes concentrés sur vos formations, vos diplômes, et puis les patrons des grands groupes, des multinationales, gèrent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quasiment. Leur groupe, c'est vrai aussi? Oh, pas tout à fait, on se repose un peu quand même de temps en temps. On va en parler. On est humain, moi la première, bien sûr. Bon, et ben nous sur Public Seda, on a envie que chaque mois, les uns et les autres puissent se rencontrer, se parler librement sur les sujets que notre jeunesse juge comme étant prioritaires. Et je rappelle, comme à chaque fois en début d'émission, que celui ou celle, attention, qui posera la question la plus pertinente, se verra offrir en fin d'émission, attention, roulement de tambour, un abonnement à vie gratuit pour consommer de l'eau en illimité. On remercie Estelle Brachlianoff. Bah oui, hein. D'autant que alors, en même temps, on sait que ça coûte l'eau parce qu'on connaît notre facture. Après, c'est moins cher qu'un abonnement pour le téléphone portable ou pour l'énergie. Hein, mais cela Je vois que dit. vous avez suivi les autres émissions, ça fait plaisir. La facture d'eau en moyenne en France, elle est de 500 €. C'est moins de 1% du budget des ménages. Ouais. Donc en vrai, alors c'est toujours trop cher pour ceux qui n'ont pas de quoi finir le mois, bien sûr, mais ce n'est pas un sujet majeur, le prix de l'eau. Ouais. Pas aujourd'hui. Ouais. Par contre, on a plein de choses à faire pour que ça le reste en fait abordable dans les prochaines années, malgré les enjeux, qu'ils soient de qualité ou de quantité, liés au dérèglement climatique ou au polluant. Donc notre métier, c'est de faire en sorte que ça continue à être abordable pour à peu près tout le monde. En peu de Français connaissent le prix de l'eau. On connaît la facture, le montant, mais le prix de l'eau au mètre cube. 4 €. Oh, il a travaillé. Et alors, ça veut dire en gros 1000 fois moins cher qu'une bouteille d'eau qu'on achète au supermarché quand même. Est-ce que le prix de l'eau va augmenter dans les prochaines années? Est-ce que c'est inéluctable? C'est ce que j'essayais de dire au début, c'est-à-dire que si on ne fait rien et qu'on attend bêtement, ça pourrait augmenter fortement parce qu'on a des gros enjeux qui sont ceux de la quantité et ceux de la qualité. La quantité parce qu'on voit bien qu'on a des sécheresses à répétition et donc il va falloir faire quelque chose pour qu'il y ait toujours de l'eau de robinet 24 heures sur 24, pas seulement au robinet mais pour arroser son jardin, pour prendre des douches. Et puis de qualité, parce qu'il y a de plus en plus de polluants qu'on découvre, les PFAS, les perturbateurs endocriniens, les résidus de pesticides, et qu'il faut qu'on traite parce que c'est une eau qui est très surveillée. Par contre, si on continue à faire avancer l'innovation, les technos, et d'avoir l'effet d'échelle d'une grande entreprise mondiale comme Veolia, alors je peux vous garantir qu'on gardera l'eau à moins de 1% du budget des ménages dans les 10 prochaines années, quels que soient les enjeux que je viens de rappeler. L'engagement est pris, on la retrouvera et on lui dira. Mais j'ai aucun problème avec ça. Estelle, je reviens dans 10 ans. Et avant, j'espère. On a une photo de vous, Estelle, qu'on va découvrir, qui date de 2014, prise en Écosse. Vous avez raison de le rappeler. Non, mais prise sur un site de démantèlement d'une plateforme pétrolière. Vous n'étiez pas en vacances parce que, Non, alors en fait, c'est un endroit où on démantelait à l'époque les plateformes pétrolières en fin de vie pour essayer d'en faire autre chose, en fait, plutôt juste que de les détruire, si vous voulez, ces plateformes pétrolières qui ne servaient plus à rien. Et moi, ce que j'adore, c'est que ces gars-là, là, qui sont... alors, qui trouvaient tous que leur boulot était très facile, d'ailleurs, c'était assez fascinant. Moi, j'étais là à me dire quand même...
C'est un peu rude l'hiver dans les îles Shetland à démanteler des plateformes pétrolières sur un quai. Ils disent « Ah mais non, mais Madame Brachlianoff ou Estelle, d'ailleurs souvent on m'appelle Estelle, c'est beaucoup plus simple que mon métier d'avant. Moi, vous savez, j'étais dans une mine de charbon dans le nord de l'Angleterre ou je sais pas quoi. Donc en fait, c'est ça les gars qui me racontent derrière cette photo. Et puis après, ils me disent « Mais c'est génial, maintenant je suis dans l'économie circulaire. » Donc vous imaginez ces gars-là, ces gaillards qui ont vécu plein de choses, que moi j'ai pas vécu et vous peut-être non plus, qui me disent c'est super, je suis dans l'économie circulaire. Dans ces cas-là, vous dites on a réussi un truc quand même. Allez, maintenant c'est au tour de nos amis étudiants de vous poser des questions. Ils ont tous des parcours différents, mais ils ont en commun d'être engagés puisqu'ils ont fait, Estelle, leur service civique ou du bénévolat. Et donc merci d'ailleurs à l'Institut de l'Engagement qui nous a mis en relation. Vous allez pouvoir échanger avec eux sur leur sujet de préoccupation, leur centre d'intérêt. Et une première question de Lilia. Alors, je suis ravie d'être présente. Donc, moi, je m'appelle Lilia Twill. Je suis étudiante en droit, spécialisée en droit international et droit du numérique, et présidente fondatrice de l'association We Legacy. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Et ma question est la suivante. On dit souvent, et à juste titre, il me semble, que le coût de l'inaction sera plus élevé que celui de la transformation écologique. Concrètement, comment Veolia arbitre-t-elle entre la pression économique à court terme et la nécessité d'investir maintenant pour s'adapter durablement? Je vous remercie. Ah, c'est une vraie question. C'est la question quelque part. Hein. C'est une super question. Il y a deux questions dans la question. Le coût de l'inaction, oui, alors les économistes vous disent que c'est en gros 8 fois plus cher d'attendre et de régler le problème une fois qu'on est en situation de crise que de l'anticiper. Exemple, je parlais des sécheresses tout à l'heure, résoudre le problème des fuites d'eau, de trouver de nouvelles sources d'eau, je sais pas, avec la réutilisation des eaux usées, voire même un jour de faire du dessalement. Ça coûte 8 fois moins cher que d'attendre que tout d'un coup, pendant 2 mois, il n'y ait plus du tout d'eau, qu'on soit obligé de dire aux agriculteurs « désolé, mais il ne faut plus irriguer », aux industriels « désolé, votre usine, elle va fermer 2 mois parce qu'on ne peut plus la faire tourner ». Et donc, c'est un exemple, mais ça, c'est factuel. Ça, c'est une évidence pour une entreprise comme Veolia, parce que c'est un peu notre métier. La question, c'est partager cette évidence avec d'autres parties prenantes, que ce soit les investisseurs, qui ont une petite tendance parfois à regarder plus à court terme, ou même des politiques qui regardent plutôt la prochaine élection qui va venir. Donc le sujet, c'est gérer le court terme, le moyen terme et le long terme en même temps, parce que ce n'est pas l'un contre l'autre. Les investisseurs, ils sont aussi garants du fait que ça va être les retraites de certains ou les économies de quelqu'un. Donc c'est pas bien ou mal. C'est comment arriver à maintenir ces échelles de temps en même temps. Et pour moi, d'une certaine façon, si je devais dire mon boulot et la difficulté, c'est précisément ça. C'est de faire du court terme, du moyen terme et du long terme. Et pas que du long terme, parce que si on ne fait pas des résultats tout de suite, on ne peut pas arriver à alors je dirais en anglais, afford the future, d'arriver à se payer l'avenir, l'innovation, le truc qui pendant 3 ans vous rapporte rien, mais qui peut-être un jour va être intelligent. Si on ne gagne pas tout de suite, on ne peut pas se permettre d'avoir cette liberté-là. Ça vous crée la liberté, en fait, de gagner de l'argent maintenant. Mais en même temps, ça ne suffit pas du tout pour vous donner ni la direction, ni savoir où on va. Et donc, pour moi, c'est le fuel dans la machine, ça ne vous donne pas la direction dans laquelle on va. Mais on a besoin quand même, parce que sinon la machine, elle s'arrête. Bonjour, je suis ravie d'être ici. Je suis étudiante en Master MEF et je suis également hôte d'un podcast qui s'appelle Éclaire ma voix, qui traite l'orientation scolaire. Et en ce sens, j'avais une question pour vous. Quel conseil donneriez-vous à de jeunes femmes qui aspirent à des postes de direction dans des secteurs techniques ou industriels? Alors, pour n'importe qui, pour moi, homme, femme ou quoi que ce soit, c'est vraiment, si vous avez envie, allez-y. Ce à quoi vous croyez vraiment. Et ça ne vient pas de là, ça vient de là. Ou de là, d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est un conseil qui vaut pour tout le monde. Vous ne laissez pas embarquer sur le « je suis censé faire ci ou ça », et surtout pas ça ou ça. Ou alors « je suis censé faire ça dans l'ordre ». Je ne sais pas quoi, des espèces de trucs, je ne sais pas moi, des parcours de carrière, tout bien dans l'ordre, je n'ai jamais su faire. Moi, en tout cas, ça ne me vient pas. Par contre, j'y crois, ça, j'ai envie, je le sens. Allez-y à fond. Le sujet spécifique sur les femmes, c'est encore plus, justement, de croire à son envie. Parce qu'il y a encore plus du « vous êtes censé faire ceci et cela », peut-être, que pour les hommes. Ou surtout, ça, c'est pas fait pour vous, ou attendez d'avoir des enfants si vous avez envie d'avoir des enfants, ou je ne sais trop quelles injonctions, parfois contradictoires, ou sociales, ou familiales, peu importe,
oublier ça encore plus, parce qu'il y a encore plus d'injonctions pour moi dans les femmes qui commencent dans l'entreprise. Après, on est tous des êtres humains. Hein. Et d'ailleurs, les seules grosses conneries que j'ai faites au boulot, c'est quand j'ai pas suivi mon intuition, en vrai, pour moi. Quand c'est le cerveau qui a repris la main et je sentais bien que ça allait pas le faire, mais pourtant le raisonnement faisait que normalement ça devait marcher. Il y a moins d'obstacles aujourd'hui pour les femmes qui veulent aller tout en haut de l'échelle. Là où on a beaucoup gagné, c'est qu'on a quand même un peu plus de, comment dire, non pas seulement des exemples qui peuvent illustrer ce à quoi ça ressemble, mais aussi un peu plus de masse. Je m'explique. Moi, j'étais la première femme au comité exécutif de Veolia de l'histoire de l'entreprise ever, quoi. Je me sentais un peu seule quand même. Quand vous commencez à être 30%, 40%, 25%, même si c'est pas assez, ça change tout en fait. Parce que vous n'êtes plus juste celle qu'on montre ou que je sais pas quoi. Vous vous sentez pas complètement tout seul. Et ça, je pense que ça a progressé. Parce que même 30% par rapport aux 8% que j'ai connus moi, bah, ça fait quand même un peu de la différence. Voilà. Allez, une question de Mohamed à présent. Donc, je me présente, je m'appelle Boultif Mohamed, je suis en dernière année d'école d'ingénieur à l'IMT Nord-Europe, ex-mine de Douai. Et ma question est la suivante. Maintenant, Estelle, vous avez 25 ans en 2026. Et vous dites, bon là, je viens de terminer mes études, par où je commence, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'aimerais réellement savoir qu'est-ce que vous feriez en premier et surtout quelles compétences vous essayeriez à tout prix avec les enjeux actuels d'essayer de développer un maximum pour justement construire une carrière comme vous l'avez très bien fait actuellement. Alors, je ne sais pas si ce que j'ai essayé de dire, je ne suis pas sûre d'avoir construit une carrière, j'ai plutôt senti des trucs et puis je me suis laissée surprendre et j'ai saisi des opportunités. Donc le vrai conseil que je donnerais à moi à 25 ans de maintenant, ce serait de faire ça. D'ailleurs, j'ai une fille qui est un peu plus petite que ça, mais enfin qui a 19, qui est encore en train de faire ses études, mais où je suis en train d'essayer de... Alors bon, les parents sont les plus mauvais conseillers de leurs enfants, hein, donc je pense qu'elle n'écoutera absolument rien de ce que j'aurais envie de lui dire, et c'est tant mieux pour ça. Mais en fait, ce serait plutôt ça, c'est-à-dire moi, par exemple, je suis rentrée chez Veolia, entre guillemets, par hasard. Je me suis pas dit, je rêverais d'eux, et en envoyant des CV. Je faisais un boulot avant qui me plaisait, mais je me sentais bien que ça allait plus me plaire très longtemps. J'avais envie de changer. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai rencontré plein de monde. Moi, le premier truc que j'ai fait, c'est de rencontrer plein de monde. Alors, j'avais le luxe comme j'étais en poste, d'avoir un salaire, hein, donc j'ai pu prendre le temps. Et du coup, j'ai rencontré plein de monde et je me suis dit, ah tiens, ça, j'ai pas envie. Je me suis rendu compte que, en fait, j'avais besoin qu'il y ait de la matière humaine, qu'il y ait du concret, qu'il y ait des usines, qu'il y ait des trucs comme ça. J'aurais pas aimé être dans un... Mais c'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est pour moi... J'aurais pas aimé dans un monde trop abstrait. Dans la finance, dans un monde de ce type-là, en fait. Moi, je suis rencontrée chez Veolia parce que j'ai rencontré des gens. Je me souviens, j'étais embauchée dans la branche déchets au départ. Je vous avoue, quand j'ai eu l'entretien pour voir le patron de la branche déchets, qui allait devenir mon patron, c'est là que je fais un spoiler sur la fin de l'histoire, mais enfin bon, j'arrive dans son bureau, je me suis dit, Estelle, t'as un entretien, t'es sympa, tu vas être polie, mais enfin le déchet quand même, non. Et au bout de, je crois, 1h30, je suis sortie de son bureau en me disant, s'il me proposait un job, j'y vais tout de suite. Voilà, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait de l'aventure, que ça bougeait vite, que j'allais pas m'ennuyer, que le mec m'a plu, voilà. Je me permets de rebondir. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné, qu'est-ce qui a suscité cet intérêt pour le bâtiment, pour les usines, en tant que femme ? Je sais pas. C'est une très bonne question parce que moi, mon père était dans le monde artistique, on va dire. Ma mère était ingénieure, mais enfin, rien ne me prédisposait particulièrement à ça. J'en sais fichtre rien. Pour ça que c'est une bonne question, ça doit venir de ma petite enfance, hein, mais je sais pas d'où. Quand j'étais petite, cela dit, j'avais envie d'être astronaute, moi. Voilà, donc c'était mon rêve, ça m'a fait rêver, mais petite, assez longtemps petite, hein, pas petite 4 ans, hein, voilà et tout. Question de Denise, à présent. En réalité, j'ai 2 questions, donc ce sont les suivantes. Premièrement, quels outils Veolia a à sa disposition pour détecter ces fuites et ensuite y remédier. Et deuxième question, est-ce que vous avez une stratégie pour faire en sorte que donc, ces surcoûts que Veolia va devoir investir ne touchent pas le budget des usagers ? Alors, pourquoi c'est important ? Parce que je disais, on a de plus en plus de sécheresse, par exemple, et c'est une des conséquences du dérèglement climatique.
Et donc se dire on a des fuites dans les réseaux alors que pendant ce temps-là, on va dire à des agriculteurs ou des industriels, vous ne pouvez pas opérer, forcément, c'est des pertes économiques et c'est des soucis humains pour tous les gens à qui on va pouvoir dire il y a des restrictions pendant l'été. Alors, les fuites d'eau, la méthode traditionnelle pour le régler, c'est vous dites j'ai qu'à changer tous les tuyaux. Je me donne, 10 ans, 20 ans pour changer tous les tuyaux de la ville. Et puis je le fais comme ça un peu à l'aveugle. Alors c'est bien pour les entreprises du BTP, c'est moins efficace que ce qu'on essaie de faire, du coup ça coûte cher. Ce qu'on essaie de faire, c'est détecter la fuite quand elle est en train d'arriver, pour changer juste le morceau de tuyau qui a une fuite, plutôt que de changer un peu à l'aveugle, même y compris des trucs qui pourraient durer longtemps. Alors comment on détecte ? On met des capteurs à différents endroits, de différents types, des capteurs qualitatifs, quantitatifs. On récupère toutes ces données temps réel et après on secoue tout ça. Alors on secouait tout ça traditionnellement avec des gens derrière des écrans, ou des data scientists. Puis après on a secoué tout ça avec de l'IA traditionnelle type machine learning. Et maintenant on est en train de secouer tout ça avec de l'IA générative. Voilà, en gros, pour être de plus en plus efficace pour détecter les fuites en temps réel. Voilà. Et du coup, ça vous permet d'amortir sur beaucoup plus longtemps en fait, le changement des 10 tuyaux qui coûte cher. Et c'est un des éléments qui me permet de dire, si on utilise toutes ces innovations et ces technologies pour régler par exemple ce problème-là, c'est pour ça qu'on peut faire en sorte que ça reste à moins de 1% du budget des ménages. Parce que vous parlez de l'IA, que vous utilisez de plus en plus l'IA. Et comment voir le paradoxe du fait que l'industrie de l'IA est la première industrie consommatrice d'eau actuellement, encore plus que les industries comme la vôtre. Comment utiliser l'IA dans une industrie de l'eau mondiale, alors que l'IA consomme beaucoup plus d'eau qu'une industrie internationale. L'eau et l'électricité d'ailleurs, au passage. Il y a une espèce de balance à faire entre le bénéfice et l'empreinte environnementale négative. Et on le fait tout le temps dans notre usage de l'IA. Donc le bénéfice, c'est l'IA peut nous servir à détecter les fuites en temps réel, être plus efficace. Mais à l'inverse, si on l'utilise pour faire tout et n'importe quoi, ça va avoir une empreinte environnementale qui va être bien plus négative que le petit bénéfice positif qu'on pourrait trouver de l'autre côté. Comment on fait ? Alors, on mesure à chaque fois pour de vrai le bénéfice par rapport au coût environnemental. Deuxièmement, on ne choisit pas toujours le plus. Par exemple, dans un certain nombre de cas, du data management de base, il n'y a pas besoin d'IA générative. Voilà. De la même façon, vous n'avez pas toujours besoin d'avoir des vidéos, vous pouvez avoir des photos, ou même pas de photos du tout en fonction des contenus. Donc on essaie d'être sobre déjà dans l'usage. Et donc, voilà. Deuxièmement, on choisit un bon exemple de ça, c'est qu'on a lancé un partenariat avec Mistral, par exemple, dès le début. Et ça a été une des deux raisons pour lesquelles on a choisi Mistral plutôt que d'autres, c'est qu'ils savent vous dire, je prends du modèle, du low language model plutôt que du marteau pour écraser une mouche, de certains, en fonction des besoins, en fait. Et tout le monde ne sait pas le faire. Les grands Américains ne savent pas faire. C'est toujours comme ça. Mistral, eux, savent s'adapter. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on les a choisis plutôt que d'autres. L'autre, c'est la souveraineté, évidemment, vous l'avez compris, au sens géopolitique du terme. Et c'est complémentaire, l'IA, de l'emploi, parce qu'il y a cette peur que ça prenne la place de notre job. Si on le fait comme on le fait nous, à ce stade, dans nos expériences que l'on fait partout, ça n'a pas supprimé d'emploi. Ça a libéré du temps pour faire des tâches un peu moins répétitives et plus intelligentes, mais d'une certaine façon, l'intelligence reste du côté de l'être humain. On appelle ça de l'IA, c'est plutôt de la façon d'automatiser un certain nombre de tâches répétitives. Je m'appelle Amri Mohamed Amin, je suis étudiant en master en finance. Moi, j'avais une question qui est purement orientée vers l'éducation. Vous êtes diplômé d'une grande école comme Polytechnique, mais beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas accès à ces parcours prestigieux qui demandent beaucoup de sacrifices. Quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui, malgré le fait de ne pas passer par ces écoles prestigieuses, aspirent tout de même à une carrière aussi ambitieuse que la vôtre ? On avait à la tête des grands groupes comme Veolia il y a quelque temps beaucoup de gens qui se ressemblaient, des hommes qui avaient fait des grandes écoles. Et en fait, on a de plus en plus, vous pouvez regarder le profil d'ailleurs du comité exécutif. De femmes qui ont fait des grandes écoles. De femmes qui ont fait des grandes écoles, c'est en ça que je ne me considère pas comme étant une espèce de symbole de la diversité sur tous les aspects. Bien sûr, vous avez parfaitement raison, mais regardez autour de moi et regardez le comité exécutif de Veolia, c'est plus international et aussi
avec plus des gens qui ont fait des études, mais pas nécessairement les grandes écoles auxquelles on pense quand vous dites grandes écoles. Et donc oui, je pense que ça fait partie de ma mission, ça évolue déjà bien. Et je sais que ça a beaucoup surpris de monde, mais moi, c'est quelque chose, moi, intuitivement, que je regarde jamais, en fait. Les diplômes. Et donc je considère que ce qu'on a fait quand on avait de 18 à 22, c'est très important quand vous commencez, bien sûr, parce que vos premiers jobs, évidemment, ce que vous venez de faire comme études, ça aura un impact. Mais plus le temps passe, et plus c'est qui vous êtes par rapport à ce que vous avez fait quand vous avez 18 et 22 ans. Donc il m'est arrivé régulièrement, le diplôme. il m'est arrivé régulièrement qu'on me dise, et alors, il ou elle a fait quoi? Je dis, mais je n'en sais rien. Ce qui était vrai et qui a surpris, je dois admettre, mes interlocuteurs. Voilà, s'ils avaient 25 ans, sans doute que j'aurais su répondre à la question. Mais comme ils en avaient 40, 45, 50, je peux vous dire que moi, petit à petit, ça s'évanouit. Mais chez Veolia, on peut être dans le top management sans avoir fait une grande école, polytechnique. Et vérifier. Hein? On va vérifier, on va regarder. Et en attendant, on va continuer avec une série de questions oui ou non. Donc vous répondez par oui ou par non. Voilà. Oui ou non, l'eau minérale est meilleure pour la santé que l'eau du robinet? Non. Non. Donc c'est un vous m'avez dit oui ou non, et c'est après tout, une petite explication. Non, mais vous voulez une petite explication quand même donc derrière? idée reçue. Non, ça ne veut pas dire que c'est moins bon, mais c'est contrôlé pareil. Chez vous, vous buvez quoi? De l'eau du robinet, mais depuis toute petite. Bon, oui ou non, on finira par manquer d'eau en France à cause du réchauffement climatique? J'ai même fait les biberons de mes enfants à l'eau du robinet, moi, bien sûr. Oui ou non, on finira par manquer d'eau en France à cause du réchauffement climatique? Si on s'y prend bien et si on fait tout ce qui est à notre disposition, non. Si on attend bêtement que les crises arrivent, ça pourrait arriver. Ça sera un sujet quand même, le stress hydrique en France. Ah mais c'est le cas. Par région, regardez la carte de France. Alors là, il a plu, donc voilà et tout. Et ben dans les Pyrénées-Orientales, ça fait toujours 2 ans et demi qu'il n'a pas vraiment plu. Et donc vous avez encore une grosse tache rouge. Et donc des gens qui commencent à parler de dessalement en France. C'est pas réservé au Moyen-Orient. Oui ou non, vous conseilleriez à vos enfants de faire toute leur carrière, comme vous, dans la même entreprise? Mais je ne suis pas sûre qu'il faille conseiller de le faire ou de ne pas le faire. Il faut suivre si vous continuez. Enfin, moi, j'ai eu l'impression d'avoir déjà eu 12 vies chez Veolia différentes. Voilà, vous pouvez faire des choses tellement différentes que moi, j'ai retrouvé plein de choses et tout. Donc oui, si après vous vous ennuyez et que vous voulez faire autre chose, oui aussi. Du moment que ça continue à vous faire vibrer, allez-y. Oui ou non, vous pourriez être patronne d'un autre groupe du CAC 40 si vous n'étiez pas la boss de Veolia. Donc ça pourrait être chez Bouygues, j'ai compris la construction. Dans les métiers, oui. Dans les métiers, oui. Il y a des métiers, je l'ai dit tout à l'heure, qui me plaisent plus que d'autres. Mais foncièrement, j'aime tellement cette entreprise que je ne suis pas sûre que j'aurais pas envie de répondre plutôt non. Ouais. Oui ou non, vous avez un emploi du temps de dingue? Oui. Moi, lever 6h30. 6h45. 6h45. Soyons précis. On gratte un peu. Et fin de journée entre 20h et 23h. Et tous les jours, c'est un peu inhumain quand même, non? En même temps, personne ne vous oblige. Hein? Oui, bah, c'est ça. Et en plus, j'adore. Et donc, je leur demande. Non, mais en fait, moi, je prends régulièrement dans les résolutions de début d'année. En plus, au début d'année, j'ai toujours... Non, mais parce que je ne vois pas ça comme comme une qualité hein, de faire ce genre d'horaire. Je me dis, allez, on va prendre des mesures. Le problème, c'est que j'ai trop d'appétit pour ce que je fais. Je me dis, ah là, je vais quand même pas dire non, c'est tellement génial, je vais pouvoir rencontrer des gens différents, je vais pouvoir aller dans un endroit que je connais pas. Et j'ai tellement d'envie que c'est un peu, moi je suis comme dans un magasin de bonbons, quoi. Voilà, et je me dis, bon allez, on y va. Combien de jours par an en déplacement hors de France? Pas mal de temps, mais en France, en Europe, en dehors de France, un peu partout. Je sais pas, j'ai jamais compté, mais je dirais, là, vous voyez, C'est au moins un tiers de votre emploi du temps, minimum. Oui, c'est ça. Voire la moitié. Je dis ça, je dans sais pas, les 15 prochains jours, je suis au Moyen-Orient et en Espagne. Et au mois de décembre, j'étais déjà en Espagne et en Chine. Vous voyez, ça vous donne une petite idée. Pour se ressourcer avec un emploi du temps de dingue comme ça? J'ai le temps pour 2 choses et demie, pas beaucoup plus. Veolia, ma famille, mon mari, mes 2 enfants. Veolia, c'est le 3e enfant. C'est le 3e enfant. Et le et demi, ça faudrait leur demander aux deux, là, s'ils se considéreraient ça. Et le et demi, c'est un peu de temps pour lire, aller à la piscine et un peu voir un peu des spectacles de temps en temps, parce que j'ai besoin de faire autre chose que de m'aérer. Donc, la question oui ou non, et la réponse ce sera oui, on peut être patronne du CAC 40 et conserver du temps pour ses passions. La réponse est un petit peu oui.
Oui, mais il faut aussi beaucoup en arrêter. Voilà. Pour que ce soit des vraies passions. Estelle, on passe à la question inversée. Désormais, c'est à vous de poser une question à nos amis étudiants et chacun ou chacune pourra y répondre. Alors, j'en juge un peu aussi par les discussions que j'ai avec mes propres enfants, qui sont plus jeunes que vous, certes, mais qui voient les grands groupes comme un truc dans lequel ils n'auront jamais envie d'aller travailler, quels que soient les grands groupes, hein, et qui se disent quand même le monde des plus petites entreprises, des plus petites structures, des start-up, ça donne beaucoup plus envie. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Est-ce que c'est pas la question? Comment vous le voyez, cette histoire de la taille de l'entreprise? Et d'une certaine façon, c'est quoi vos critères de choix, si vous avez le choix, et je l'espère pour vous, pour votre premier job? Alors, je n'aurais pas la prétention de parler au nom de tous les jeunes, mais pour ma part, quelque chose d'important, surtout dans un premier job, ce serait un peu la diversification des tâches, de pouvoir vraiment tester un maximum de choses, parce que on n'a pas fait grand-chose justement auparavant. Et dans ce sens-là, j'ai l'impression que l'image qu'on a un petit peu des petites entreprises par rapport aux grandes entreprises, c'est que dans une petite entreprise, on peut toucher un petit peu plus à tout. Et donc, pour vraiment pouvoir s'investir dans un projet qui nous tient à cœur, c'est peut-être plus intéressant en effet de travailler, ou en tout cas de commencer, c'est ça, dès le début. Dans une petite entreprise pour vraiment pouvoir se sentir impliqué et avoir l'impression d'avoir vraiment une place importante. Pour ce qui concerne mon cas, je trouve que déjà, vu que je suis déjà quelqu'un qui s'adapte très facilement, que ce soit pour des petites entreprises ou des grandes des sociétés, je trouve que ce qui va beaucoup plus m'intéresser et beaucoup m'accrocher à rester dans une entreprise, c'est surtout le management. C'est vraiment la complicité qui va exister entre moi et mon manager. Et voilà, les possibilités qu'on me donnerait à développer mes capacités, à développer mes compétences. Et voilà. Je comprends. Ouais, c'est important ça. Ouais, mon ambition, c'est qu'on ait les moyens et l'ambition d'ailleurs d'un grand groupe et la vivacité et la rapidité d'une start-up. Alors, il y a des jours où on a l'inconvénient des deux et il y a des jours où on a l'avantage des deux. Ça dépend, parce qu'on n'y arrive pas toujours à tout. Et en rythme de croisière et donc, je crois que tous ceux qui viennent chez nous, y compris de l'extérieur, me disent surtout, et je suis ravie, qu'ils y trouvent un certain degré de liberté. C'est pas un mot que vous avez prononcé, mais voilà, il y a ça qui est la mission à l'intérieur. Tu fais à peu près ce qui te botte, quoi. Les règles, elles sont claires, il n'y en a pas 150 non plus, et donc on trouve une certaine forme de, ce à quoi on croit, on peut le faire avancer chez Veolia. Moi, je pense que c'est un truc super important, plutôt que d'avoir un truc super processé, où on vous dit, t'es censé faire ça dans l'ordre. Après, c'est peut-être que je parle pour moi. Hein. Moi, j'ai toujours fui ces genres d'environnement beaucoup trop cadrés. Mais c'est pas ce que vous avez dit non plus. Hein. Donc, je vais pas vous faire vos réponses à vous. Hein. Mais bon. Si je comprends bien, vous n'avez pas tout ce qui est standardisé, on va dire? Je pense qu'il faut un peu de process, un peu de règles, mais pas trop non plus. Il faut laisser de l'initiative par rapport à... Chacun sait un peu, quand même, vu que l'objectif de l'entreprise, il est clair. Une fois qu'on t'a donné l'objectif et qu'il y a 3 règles, le reste, voilà. Allez, merci Estelle Brascianoff. Ça vous a plu? Ça vous a plu d'ailleurs? Oui, super. L'échange qu'on a eu? C'est très bien de ne pas savoir les questions avant. Ah bah oui, c'est la base de l'émission. Comme je suis, super. Elle vous a convaincu? Franchement, hein? Oui? On peut l'applaudir. Merci. Merci Estelle Brascianoff, la directrice générale de Veolia. Masterclass, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue bien sûr sur les réseaux sociaux avec d'autres questions qui vous seront posées dans quelques instants par d'autres étudiants. Émission enregistrée depuis la maison Sanofi à Paris. Masterclass, c'est aussi du replay sur publicsena.fr. À très vite. C'était Masterclass avec Bourse Direct, le partenaire de tous vos investissements. Chaque jour, nous vous accompagnons pour prendre les bonnes décisions et donner vie à vos projets.